Mais donc, on reviendra sur la Chambre des représentants. Aujourd'hui, je voulais parler du Sénat. Pourquoi ? Parce que le Sénat, c'est extrêmement important. Parce que si, par exemple, la Chambre des représentants décide de prononcer un impeachment contre Donald Trump, contre Pam Bondi ou Pete Hegseth ou n'importe qui d'autre, c'est le Sénat qui doit valider ou pas. Et au Sénat, on est dans cette situation de 47, actuellement de 47-53 pour les républicains. On sait qu'en cas de 50 à 50, c'est le vice-président qui a la majorité. Et aujourd'hui, quand je regarde cette carte, donc on va voir ce qui est contesté, c'est une carte qui est favorable aux républicains. Et c'est pour ça que le consensus, c'est de se dire que les républicains vont très certainement renforcer leur majorité. Mais ça, c'était avant. C'était avant tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Et aujourd'hui, lorsqu'on part dans cette carte, et Thomas va cliquer dessus, on se dit que en prenant encore une fois, au 10 mars, les résultats des élections partielles et en prenant en ligne de compte les sondages qui sont faits, qu'il y a 4 sièges, républicains qui sont menacés par les démocrates. Ces 4 sont, on va commencer Thomas par le nord-est, donc le Maine. Donc, on va aller sur le Maine, qui a de fortes chances, et c'est peut-être l'État avec la Caroline du Nord qui a le plus de chances de basculer des républicains aux démocrates. Pourquoi le Maine ? Parce qu'il y a une candidate républicaine. Alors, je sais qu'Odin nous a fait toute une recherche de photos, je pense. Oui, et on avait déjà vu un meeting en Maine après l'élection de Trump où cette élue, quand elle avait voté pour le Big Beautiful Bill, s'était fait tellement huée qu'elle n'arrivait même pas à faire son discours. Donc, c'était Collins, c'est ça ? Oui, Susan Collins. Oui. Susan Collins, qui est la candidate sortante, qui est en extrême difficulté. Alors, pour l'instant, il y a 2 options de candidats démocrates. Il y a les primaires qui vont avancer. Celui qui est en avance, c'est... c'est Graham Plattner. Exactement. Donc, Graham Plattner, c'est un candidat qui est populiste, qui vient d'un milieu ouvrier et qui, aujourd'hui, ça fait quelques mois qu'il est en avance, non seulement dans les sondages, dans les primaires, mais aussi dans les face-à-face virtuels avec Collins. Et ce qu'on se rend compte ces dernières semaines, c'est que on est en train de rentrer dans un territoire où son avance, il est en train de vraiment creuser un écart. On n'est plus dans les marges d'erreur, on est dans des avances qui sont suffisamment larges pour penser qu'il peut remporter le Maine. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été au centre, je ne sais pas si tu as le cliché, mais il a été au centre d'une polémique il y a quelques mois. C'est un ancien soldat aussi, et pendant son service militaire, il s'est fait faire plusieurs tatouages. Est-ce que tu peux nous en parler ? Dans celui-là, on ne va pas le garder trop longtemps parce que sinon YouTube ne va pas aimer. Non. Mais si vous n'avez pas reconnu, c'est un symbole de l'SS. Exactement, c'est un symbole nazi. Alors lui, son excuse a été de dire qu'il ne le savait pas. Il se l'est fait les mois derniers. Il se l'est fait recouvert avec un nouveau tatouage. Donc, à un moment, on s'est dit, cette révélation, c'est la fin de sa campagne. Et donc, ça va permettre, je crois, c'est Janet Mills, qui est la maire. Elle est maire de la plus grande ville du Maine. On s'est dit, tiens, c'est elle qui va venir... Pardon ? Prendre la place. Qui va prendre la place. Et en fait, pas du tout. Et j'en discutais ce matin avec un conseiller, un ancien spin doctor, un ancien spécialiste de campagne. Et il me disait que, se basant sur son expérience, il est convaincu que c'est la campagne de Planter qui a sorti l'info. Qu'ils ont sorti l'info suffisamment tôt dans le processus pour que ça ne soit plus un problème en novembre et en mars au moment des primaires. Donc il serait auto... Ouais.
sorti ça, Plattner, c'est lui, en disant, OK, si on a fait la polémique, maintenant, tant que c'est encore petit, tôt, etc., ce sera quelque chose qui ne pourra pas utiliser contre nous quand ça compte. Exactement, ça sera plus une polémique dans un an. Et donc, il était persuadé, en tout cas, il me disait que si moi j'étais directeur de la campagne, et quand évidemment on s'est rendu compte que Planter commençait parce qu'il reçoit énormément de dons financiers de ces fameux crowdfunding, donc des grassroots, de citoyens américains. Lorsqu'on s'est rendu compte que ça prenait de l'importance, on s'est dit, ben voilà, on va faire le travail d'opposition. Et c'est quoi le problème? Et le problème, c'était le tatouage. On savait qu'il y avait des photos qui se promenaient. Cody vous en a montré une. Et donc, on s'est dit, bah, c'est mieux de faire sortir le scandale maintenant. Et du coup, de voir si on arrive à survivre. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, lorsqu'on interroge les électeurs du même, ils ont accepté l'excuse de Platter de dire... Je ne savais pas et je j'étais ne savais très pas. sous. En plus, il disait ça, c'est qu'il était sous influence quand il s'est fait tatouer. Et Exactement. il disait, voilà, c'était une tête de mort, je pensais que c'était cool. Maintenant, je l'ai couverte, passons à autre chose. En tout cas, je voulais vous raconter ça parce que je trouve que c'est quelque chose assez intéressant sur la politique. Donc, on a Maine, une autre certitude quasiment pour les démocrates. Et aujourd'hui, on est pareil dans des écarts qui sont à plus de 10 points d'avance. C'est la Caroline du Nord avec Roy Cooper. Un ancien gouverneur extrêmement populaire qui a décidé donc de se lancer au Sénat, extrêmement populaire, y compris avec les électeurs indépendants, y compris avec une partie des républicains, proche de Kamala Harris. D'ailleurs, il a été sur la shortlist pour être candidat VP. Il l'a pas fait parce qu'à l'époque, ça se disait déjà que oui, il voulait se présenter au Sénat. Et aujourd'hui, tout est possible, nous sommes que le 10 mars, certes, mais c'est difficile d'envisager une défaite de Roy Cooper. Donc c'est un poste qui appartient aujourd'hui aux Républicains, qui flipperait du côté républicain. Pareil pour la Géorgie, où on est dans une majorité avec Ossoff, une majorité qui est déjà démocrate, prime au sortant. Situation économique, on va parler de la Géorgie dans quelques minutes, extrêmement tendue en Géorgie. On a vu que les résultats des élections, on avait vécu ça en direct au niveau du 4 novembre, où des endroits où les démocrates n'avaient pas gagné depuis 40 ans, des endroits où les démocrates n'avaient jamais gagné, ils ont réussi à gagner des élections partielles. Donc on considère que la Géorgie sera bleue. On est à combien là, Thomas ? Nous sommes, je crois, c'était à 47, j'ai remonté tout de suite, 48-51. On est 48-51, Avec, on se rapproche, donc en se rapprochant, on se dit, il y a le Michigan. Alors le Michigan, c'est aujourd'hui, les républicains s'étaient dit, il y a 2 mois, avant la guerre, ils s'étaient dit, la seule cible que vraiment on a, c'est le Michigan. Mais évidemment, si les républicains gagnent le Michigan, le scénario où ils vont récupérer le Texas, tout ça, n'est pas possible. Aujourd'hui, l'avance dans le Michigan, vu la situation économique, le Michigan reste bleu. Donc, on a le Michigan à bleu. Et là, on est dans une situation extrêmement intéressante parce qu'on est à 49-51. Et donc, tous nos regards vont se porter vers... On est tout à l'autre bout des États-Unis, vers l'Alaska. Où l'Alaska, on sait que depuis quelques années, c'est une cible démocrate et on sait qu'il y a une candidate extrêmement populaire et depuis des années, une ancienne élue, les démocrates souhaitaient qu'elle se présente pour le Sénat. Et c'est chose faite. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur l'Alaska? Sur la candidate, Marie Marie Peltola, c'est une native de l'Alaska. C'était la première femme native à être élue. Ouais, alors native, ça veut dire quoi? C'est de première nation américaine d'Amérindiens. Donc vous la voyez au milieu en rouge.
Et vous voyez, il y a, je sais pas, je trouve toutes les photos que je trouvais, elle avait vraiment toujours ce sourire. Ouais, elle est extrêmement dynamique. Ça fait partie de son succès, électoral. Elle a gagné plusieurs élections pour le Congrès dans des positions où elle était face à des vagues rouges. Elle a quand même réussi à s'imposer. Et face à elle a un candidat républicain qui s'appelle Dan Sullivan, qui est peut-être le républicain le plus détesté de l'histoire de l'Alaska. Donc c'est quelqu'un, lorsque aujourd'hui on mesure, alors les sondages c'est tôt parce qu'en plus il y a un système électoral particulier du côté de l'Alaska, mais lorsqu'on va mesurer les cotes de favorabilité, on se rend compte que Sullivan est rejeté par tous les indépendants et rejeté par une grosse partie des républicains. Et donc c'est ce qui rend aujourd'hui l'Alaska très bonne candidate démocrate qui rend l'Alaska possiblement en bleu. Donc, on va mettre l'Alaska en bleu. Donc là, ça veut dire qu'on se retrouve dans du 50-50. Quelle belle carte! Avec du coup, on a besoin de Mr. Vance. De Monsieur Vance qui sort de son sofa parce qu'on a besoin de lui. Sauf que il reste le Texas. Et aujourd'hui, on va revenir dans une émission prochaine. J'ai tout un dossier sur ce qui est en train de se jouer sur le Texas. Mais juste pour faire simple, entre les résultats des élections, on l'a vécu, on a fait cette nuit électorale, des primaires au niveau des Texas, le shift massif des électeurs latinos, c'est pas pour rien que du côté de la Maison-Blanche, on dit ne parlez plus de mass deportation. Donc, lorsque on regarde tout ça, l'argent qui est en train d'arriver, la popularité nationale hors parti du candidat démocrate John Talarico, le Texas, alors je sais que tout le monde s'est brûlé les ailes, mais aujourd'hui, on est dans une position, en plus, il y a un énorme problème sur qui va être le candidat républicain. Donald Trump devait annoncer son choix il y a quelques jours. Il ne l'a toujours pas fait parce que les sondages sont très négatifs, c'est-à-dire que Donald Trump était assez convaincu de venir soutenir Cornyn. Mais les sondages montrent que ses électeurs ne sont pas prêts à suivre Donald Trump et ils vont voter pour Paxton, ce qui voudrait dire que Donald Trump va soutenir un candidat perdant. Il ne veut pas faire ça. Il ne veut surtout pas faire ça. Donc le Texas is a mess. Don't mess with Texas. Et tout est plus grand au Texas qu'ailleurs. Et donc, résultat, il y a une véritable chance aujourd'hui. Si l'élection avait lieu ce mardi 10 mars, le Texas serait en bleu. Ça serait fou de dire, voilà, Talarico près le Texas, de juste voir le Texas bleu sur cette carte. Ça me fait quelque chose, c'est vraiment c'est fou. Mais regardez donc ce qui se passe. Si on est passé par le Maine, la Caroline du Nord, Géorgie, Michigan, Alaska et Texas, ça nous amène à ce résultat 51 pour les démocrates, 49 pour les républicains. Ce serait historiquement des plus grands upsets, si vous voulez, détournements de l'histoire du Sénat. Ouais, et puis il y a une autre manière de faire les calculs. Imaginons que le Texas reste rouge. Le Texas reste rouge. On est à 50-50 ? Non, parce que ce que je vais vous demander de suivre dans les semaines qui arrivent, c'est l'Ohio. Élection extrêmement serrée du côté de l'Ohio avec encore une fois un candidat populaire du côté démocrate, et il y a de véritables questions sur l'Iowa aussi qui est à côté. Les derniers résultats d'élections indépendantes montrent une montée des démocrates du côté de l'Iowa. Si c'est le cas, montée des électeurs démocrates et rejet du programme de Donald Trump, dans le cas d'une vague, l'Iowa, donc vous l'avez là, a aussi le potentiel de passer en bleu. Donc, il y a d'autres chemins pour les démocrates pour avoir 51 voix
au Sénat. Ce qui paraît fou. Il y a un an, on aurait fait la même émission. La première chose que je vous aurais dit, c'est les démocrates, leur mission, ça va être de limiter les dégâts. Et juste essayer de garder ce qu'ils ont déjà. Exactement, de limiter les dégâts. Peut-être il y a une chance de pick-up en Caroline du Nord, c'était avant Roy Cooper, mais je vous aurais dit, voilà, on est là à limiter les dégâts. Aujourd'hui, 10 mars, on est au niveau des démocrates à se dire, on peut passer à l'offensive et se dire, pourquoi pas, arriver à 51, voire plus, 51 élus au Sénat. Et soyons clairs, si la carte termine comme ça, avec les démocrates qui perdent le Texas, et donc on se retrouve en 50-50 avec J.D. Vance qui est obligé d'utiliser son pouvoir pour emmener des votes, c'est une victoire démocrate. De se retrouver en position, Bien sûr. c'est quelque chose qui n'était pas pensable déjà il y a quelques mois. Donc évidemment, le regard sera sur le Texas. Le regard, c'est inattendu aussi, sera sur Iowa et Ohio. Ce sont des choses déjà qui montrent qu'il y a une vague, il y a un changement, il y a un coup qui est en train de se passer. Et n'oublions pas que tout ça, c'est en temps de guerre maintenant, avec les prix de l'essence qui augmentent, l'économie qui va mal, les frais douaniers qui étaient en échec à la Cour suprême. Vous savez où nous sommes avec ICE, et maintenant on parle d'envoyer des troupes américaines en Iran. Exactement. Donc, évidemment, tous les regards vont se tourner vers ces États. On va continuer à vous chroniquer tout ça. Merci Isa pour le cadeau pour la communauté. On va continuer à vous chroniquer tout ça, à vous décrypter tout ça. Mais les regards aujourd'hui vont aller du côté de la Géorgie. Je vous en parle tout de suite après.